Victor Marguerite, Ténèbres. Le docteur Desfeuilles, qui allait et venait dans la pénombre de salon clos, s'arrêta court. Les sanglots de madame Lortal redoublaient son agitation. Il se pencha vers la jeune femme abattue dans les coussins au coin du canapé. « Ah, si vous saviez, murmura-t-il. Elle leva son visage bouleversé, tamponna ses yeux rougis. Elle mordait, pour étouffer les soupirs qui la soulevaient toute, son fin mouchoir trempé de larmes. Et devant cette face désespérée qui criait pitié, secours, le docteur, debout, demeurait muet, immobile. Que dire qui ne trahît son hésitation? De quel remède était à cette misère sa sympathie attristée? Oui, reprit madame Lortal, je sais. Il y a des mois que je sais. Oh, d'abord, au commencement de notre mariage, avant la naissance de Georgette et d'André, je ne me doutais pas, je n'ai rien deviné. Et depuis 3 ans, ah, c'est affreux, vous ne soupçonnez pas quelle vie, quel supplice. Car je l'aime, c'est un brave homme au fond, il m'aime aussi, il aime ses enfants. Personne ne se doute, personne, pas même ma sœur. Elle parlait dans la fièvre d'une voix saccadée, les mains à ses genoux, en pétrissant son mouchoir à doigts nerveux. Soudain elle s'interrompit, jeta un regard craintif vers la fenêtre aux persiennes fermées. On avait marché dans la rue. Le silence pesa, lourd, emplit la pièce fraîche. Ils écoutèrent le pas décroître sur le pavé sonore, dans la rue herbeuse. Ce fut comme si toute la petite ville, engourdie dans le jour torride, se levait du coup avec ses curiosités tapies derrière l'ombre des volets, ses malveillances à l'affût. Le bruit s'éloignait, cessait d'être perceptible. La rue s'effaça avec ses maisons blanches et ses jardins, tout le petit parquet désert. La petite ville cessa d'être. Dans le salon où un vol de mouches bourdonnait seul, du lustre emmailloté au fauteuil couvert de lousse, il n'y avait plus 2 êtres suspendus au guet, situés, ligotés par leurs propres existences, l'heure et le milieu. Ce n'était plus le docteur Desfeuilles de Montargis et madame Lortal, femme de Georges Lortal, professeur en congé, qui se regardaient face à face. C'était toute la douleur et l'impuissance humaine. Le docteur se pencha vers la jeune femme, lui tapota les mains. « Je suis heureux, dit-il, que vous ayez eu confiance, que vous m'ayez parlé la première. Moi qui pensais vous apprendre, qui arrivais le cœur serré, l'âme étreinte de la révélation que je devais vous faire. D'abord, sachant combien votre sœur vous aime, j'avais songé à sonder à mots couverts madame de la Faille, mais non, ce secret n'est qu'à vous et à moi. Oui, voilà 8 jours que je balançais. Enfin, aujourd'hui, comme je n'aurais plus à revenir pour Georgette, j'avais pris mon parti. Je m'étais dit, oh, je l'avertirai. Cruelle alternative. Parler, c'était vous frapper en pleine sécurité, croyais-je, en plein bonheur. Me taire, c'était vous exposer aux pires complications. Que sais-je? Il baissa la voix, ajouta, à la mort. Elle se leva, se jeta comme pour implorer protection vers le docteur. Tant qu'elle avait contenu, refoulé au profond d'elle la terrible certitude, elle avait été plus forte, elle avait trouvé l'énergie de lutter. À présent, de sentir qu'un autre partageait son angoisse, savait, elle mesurait toute l'étendue de son malheur, elle saisissait toute l'imminence du danger. Comment avait-elle pu vivre si longtemps de la sorte, rester sous cette menace perpétuellement suspendue? Elle balbutia. « Ah, docteur, vous qui m'avez connu enfant,
Vous qui êtes un vieil ami de la famille, sauvez-nous, sauvez-moi. Que faut-il faire? Je suis perdu. Sur la pente mystérieuse et fatale. M. Desfeuilles s'absorba dans un bref silence. Machinalement, il passa sa main sur la rondeur luisante de son crâne, comme pour y ramener une mèche depuis longtemps absente. C'était chez lui le signe de la réflexion. Bas sur pattes, avec une figure camuse aux favoris blancs, un grand air de douceur et de bonté, il consultait par moments la jeune femme, à bref regard, de ses yeux bleus, très pâles et clairvoyants. « Ma chère enfant, dit-il, enfin, soyez franche. Il faut que je connaisse le fond de votre cœur. Dans de telles conjonctures où la vie est en jeu, la vôtre et tout l'avenir de votre mari et de vos enfants, on ne doit pas se leurrer de mots. Vous ne pouvez pas continuer à mener une existence aussi périlleuse. Comment dirais-je, la hantise de M. Lortal est telle qu'une séparation immédiate s'impose. Les tentations qu'il éprouve et dont il m'a fait, voilà 2 mois, le triste aveu, ont augmenté de fréquence et d'intensité. Je juge imprudente une plus longue cohabitation sous le même toit, dans la même chambre. Ce qui a pu naître pendant des années, puisque vous me dites qu'il y a 3 ans que votre attention est éveillée, ce qui a pu n'être d'abord qu'un penchant maladif, qu'un commencement de manie inoffensive, une demi-folie, disons le mot, est aujourd'hui de la démence caractérisée. Madame Lortal, épouvantée, s'écria « Oh non, docteur, non, ne dites pas cela, je vous en prie !» Elle se révoltait maintenant contre l'évidence, abusée par ce qui survivait en elle d'amour, illusionnée par sa tendre charité féminine. « Il guérira, j'en suis sûre, mais nous séparer pourquoi? Seul je puis le soigner, le préserver. Je saurais détourner l'idée fatale. Ma présence est nécessaire pour remédier au mal que ma présence cause. » M. Desfeuilles hocha sévèrement la tête. « Votre présence, mais elle active, elle précipite sa frénésie morbide. » Et en même temps, il admirait ce prodigieux dévouement, cet entier sacrifice d'un être qui avait tout donné de lui-même, était prêt à donner le peu qui lui restait, sa vie, pour sauver l'existence de celui qu'elle aimait encore, malgré tout. Sublime immolation d'une femme, ou plus simplement égoïsme aveugle de l'amour? Voyons, poursuivit M. Desfeuilles, ne venez-vous pas de me le dire? Hier, dans votre lit, lorsqu'après cette effrayante lutte intérieure, vous aviez enfin, certaine qui venait de s'endormir, fermé les yeux vous-même, vous vous êtes senti brusquement prise à la gorge par 2 mains, tâtonnantes dans la torpeur, l'imprudent oubli de votre premier sommeil. Oui, avoua Madame Lortal d'une voix étranglée, comme si elle éprouvait encore là, au gosier, la pesée des mains assassines. Oui, c'est vrai. Mais ce geste inconscient, qu'hier ont ébauché les mains qui vous sont chères, elles le renouvelleront demain. Une force que ni votre mari ni vous ne pouvez maîtriser, le pousse et l'emporte. Vous y avez échappé, non pas 1, mais 100 fois déjà, par miracle. Ne tentez pas le destin davantage. Oh, 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 sanglota tout d'un coup Madame Lortal, suffoquée par une crise de larmes. Est-ce possible? Mais comment une telle horreur est-elle possible? Et comme si elle eût voulu, en cachant sa douleur, se cacher à elle-même tout le drame de son foyer, elle se réfugia dans l'embrasure de la fenêtre, enfonça dans l'angle du mur et des rideaux sa taille fine et ronde, sa tête ployée sous le chignon soyeux, tout son corps charmant qu'agitait par intervalles convulsivement de courts frissons. Le docteur Desfeuilles ne tenta point de la consoler. Les crises de désespoir à ce paroxysme s'usent vite. La détente allait venir.
et il reprit silencieusement son va-et-vient, méditant. L'étrange folie de M. Hortal, cet impulsif désir, ce furieux besoin d'étranglement qui à certaines heures naissait en lui, l'élançait au cou blanc de sa femme, en pleine paix de ménage, en plein bonheur intime. Le docteur Desfeuilles n'y pouvait penser sans une profonde mélancolie. Les hésitations du docteur Desfeuilles. Certes, dans sa longue carrière de médecin, il avait côtoyé bien des misères, surpris quantité de déconcertants, d'incroyables secrets. Si fertile, si infinie est la variété des tares dont l'espèce humaine est affligée. Mais rarement il lui avait été donné d'examiner un aussi curieux cas de ces lésions du cerveau, de ces invisibles rongeuses, qui d'un homme aimable, estimé, semblant à tous bon fonctionnaire, excellent époux, père dévoué, et l'étant de surcroît, font petit à petit un véritable possédé, mûr pour le cabanon. Demi-fou, dont le monde est plein, sans qu'on s'en doute, et qui un beau jour, sous la poussée héréditaire, le ressort de la mystérieuse force ennemie, s'avère de complet dément. Assassin, M. Lortal pouvait l'être aujourd'hui, demain. Ce criminel en puissance, irresponsable pourtant, et qui d'ailleurs pouvait aussi ne jamais réaliser l'acte suprême, la décisive folie, mais fallait-il le laisser maître de le faire? Pour mieux dire, cette esclave d'énergies obscures, toute puissante maîtresse de son être, devait-on lui laisser la possibilité de nuire, d'être sa première victime, tout en faisant d'autres? Non, tranchait la conscience du docteur Desfeuilles. Non, il y a un intérêt supérieur. Sans remords, je dois mettre fin à ce bonheur de façade. Il a beau dissimuler encore les lézardes tragiques, elles sont là. La ruine menace. En touchant à cette existence, à la tranquillité mensongère de cette famille, je ne compromets que la surface, je sauve le fond. Mon devoir est tracé. Dos tourné, Madame Lortal, contre la fenêtre, s'enfonçait toujours dans le gouffre de son chagrin. Le docteur toussota pour l'avertir. Courage, madame, fit-il, tout espoir n'est pas perdu. Nous le guérirons peut-être. Elle sortit de son mutisme, montra sa face ravagée. Promettez-moi d'être raisonnable, insista le docteur, d'être viril pour deux. Je parlerai à votre mari, je lui ferai comprendre. Elle sursauta. Oh, vous n'avez pas entendu? C'est lui qui rentre. Il prêta l'oreille. Non, rien. Ah, j'avais cru qu'on refermait la porte d'entrée. Le docteur Desfeuilles montra la fenêtre. Vous auriez perçu le bruit d'un pas. On ne peut traverser la rue sans qu'on le sache. Ils se turent. De nouveau la petite ville, avec son décor familier de maisons et de visages, tout Montargis, engourdi de chaleur, se leva, avec ses promenades et ses berges vides sous le soleil, son peuple d'inimitié, d'indifférence, de curiosité, de sympathie guettant derrière les murs toute l'invincible harcelante tyrannie de la province. Madame Lortal eut un mouvement de crainte. « Oh, quand ils sauront !»« Mais ils ne sauront pas, ma chère enfant. On peut donner à une séparation momentanée les motifs les plus plausibles, les raisons les plus naturelles. »« Mais lesquelles ?» Bon, tenez par exemple que le congé de M. Lortal a pris fin, qu'il est nommé à un poste lointain, vous ne pouvez le rejoindre de suite. Pendant ce temps, votre mari voyagera. Il était venu se reposer à Montargis, dans cette petite propriété de votre enfance, soigner cette neurasthénie qui évidemment était le début de son mal. L'inaction lui était fatale. Le remède a empiré les choses. Il faut user d'un autre et sans retard. Un coup d'œil sur le passé.
Madame Lortal promena ses regards douloureux sur ces murs où elle avait été si heureuse, petite, quand elle était l'enfant blond dont le portrait lui riait en face d'elle dans ce cadre doré. Alors son père et sa mère vivaient. Comme elle était gaie, insouciante dans ce nid tiède et vert, cette douce petite maison de son enfance, une déchirante pensée la traversa. Son fils, sa fille, c'était André, Georgette qui la regardait à travers la riante image. Oui, ce portrait, c'était celui d'André, celui de Georgette. Son fils, sa fille, les enfants de Georges. En songeant tout ce mariage, que ce mariage avait apporté dans sa vie, songeant à cette transmission d'instincts redoutables, d'ataviques fatalités, que charriaient d'avance de leur sang, que toutes les alliances charrient, elle se mit à trembler au souvenir de ces rapides fiançailles, de cette union voulue par elle, décidée, conclue si vite. Et pourtant elle ne regrettait rien. Elle l'avait tant aimé, elle l'aimait tant encore. Ah, murmura-t-elle, quelle fatalité! Grave, le docteur Desfeuilles pénétrait sa pensée. Comme elle payait, expiait durement la légèreté avec laquelle autrefois son mariage avait été bâclé. Que de lourdes responsabilités les parents assument en se souciant si peu des antécédents de famille, des conditions de santé. Dire que cet acte, le plus grave d'une vie, puisque de lui dépendent la suite entière de la vie, la continuation de l'espèce, on y voit le plus souvent qu'une association de convenance, un simple attelage d'intérêts. On ne se soucie que d'apparence, on néglige l'essentiel. Un bruit de pas, puis brusque un coup de timbre. Ah, cette fois, dit madame Lortal. Précipitamment, elle poussa M. Desfeuilles vers la porte. Nous en recauserons, docteur, quand il ne sera pas là. Oui, oui, je ferai ce que vous voudrez, je vous le promets. Vite, 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 sortez par là. Qu'il ne nous voit pas ensemble. Ne crois pas que je vous ai parlé. Dites que vous ne m'avez pas vu, que vous descendez à l'instant de chez Georgette. Il ne faut pas qu'il se doute. Elle refermait le battant, gagnait par une porte intérieure l'escalier de service, puis sa chambre où, en hâte, elle se mouillait les yeux d'eau fraîche, calmait ses pommettes rouges d'une fleur de poudre de riz. Là, elle allait pouvoir descendre. Un bruit de voix joyeuse lui parvenait d'en bas. Quel contraste avec ce cauchemar! Le docteur, au détour du couloir, s'était cogné à M. Lortal et à Mme de la Faille. Grand, corpulent, le visage haut en couleur sous la barbe rousse, M. Lortal s'empressait autour de sa belle-sœur. La jeune veuve était de même taille que Mme Lortal, et de si ressemblant visage, malgré ses 4 ans d'aînesse, qu'à la voir ainsi surgir, fine sous ses cheveux châtains, le docteur s'émerveilla. Rien d'étonnant décidément à ce qu'on prit si souvent les deux sœurs l'une pour l'autre. Lui-même, s'il ne venait pas de quitter madame Lortal, il dut brusquer ses hommages pour répondre au père qui affectueusement s'enquêtait. Alors Georgette, oh, ce n'est plus rien, garantit M. Desfeuilles, rien du tout. Ah, fit M. Lortal, tant mieux. Merci, docteur. Et les yeux intelligents s'éclairèrent dans la bonne figure rassurée. Oh, qui croirait jamais, pensa M. Desfeuilles. Luce ne t'endort jamais la première. Le soir même du jour où Mme Lortal avait avec le docteur cette conversation, une troupe de passage jouait Carmen au théâtre de Montargis. Du Lortal y devait aller avec Mme de la Faille, qu'il retrouverait dans la loge du procureur de la République. Il dînait plus tôt que de coutume sur la terrasse au bord du Loing. Dans la tiède lumière du crépuscule, les tilleuls répandaient leur odeur douce. Une danse d'éphémères tournait au-dessus de l'eau dorée. Il y avait si peu de courant dans ce bras mort
qui semblait immobile, un morceau de ciel rose. Tapageurs, André et Georgette, 4 et 3 ans, tournaient autour de la table en attendant qu'on les couchât. C'était l'heure propice du dessert. La petite, un diablotin bouclé, grimpait aux jambes de son père, tandis qu'André, perché sur la chaise de madame Lortal, lui caressait doucement le cou de ses menottes câlines. Madame Lortal était habillée déjà pour le théâtre d'une jolie robe de mousseline au corsage échancré en carré à la naissance des épaules. Muette, sous la caresse des mains enfantines, elle se laissait aller à l'apaisement du soir, à une détente. Elle contemplait la ville s'étendre, la vie s'agiter de l'autre côté de l'eau. Des promeneurs aux vêtements clairs croisaient tranquillement le long de la berge. Elle était reprise au perpétuel mirage, à ce conseil d'être heureux, qui, certains soirs d'été, semble sortir des choses. Elle ne voyait pas l'étrange fulgurant regard dont M. Lortal suivait le geste innocent de son fils, les menottes hâlées, tranchant sur la blancheur du cou maternel, qu'elle frôlait, qu'elles enveloppaient. L'obsession fut telle que M. Lortal porta les mains à son front, comme pour la chasser, n'y tenant plus. Il se leva d'un mouvement aussi brusque que la table recula. Georgette, désarçonnée, roulait à terre en hurlant. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria madame Lortal. Elle sursautait en émoi. « Rien, dit M. Lortal, j'ai reculé ma chaise. La petite s'est cognée, elle a eu peur. » Mais sa voix tremblait, changeait. André, au cri de sa sœur, mêlait de bruyants rires, dont il forçait les éclats par jeu. « Oh, ces enfants sont d'une nervosité. Tais-toi, André, ou je te claque. » Et M. Lortal déjà levait le bras. Mais il se ressaisit, le visage crispé, subitement, d'une telle expression de douleur que sa femme lâchait Georgette, courait à lui. « Mais qu'as-tu ?»« Rien, rien. » La femme de chambre à ce moment parut. « Couchez les enfants, Mariette. » Elle les renvoyait, consolée d'une table familière, d'un baiser, revenait à son mari. M. Lortal, appuyé contre la balustrade, se tenait la tête à deux mains. « Georges, tu souffres ?» demanda-t-elle. Elle se pencha vers le visage sombre, interrogea les yeux fuyants. La vision mauvaise s'était dissipée. Une impression de douleur et de trouble persistait seule. Il secoua la tête, biaisa. « Oh, une migraine intense tout d'un coup, un cercle de feu aux tempes. » Bien qu'il fût certain qu'elle sût, jamais même depuis qu'il s'était confié au docteur des Feuilles, M. Lortal n'avait eu l'idée de se confesser à sa femme. Que ce prurite sinistre demeura enfoui, cauchemar monstrueux dans l'ombre la plus secrète de lui-même. Rien que de formuler cette horreur, d'avouer l'involontaire, harcelante pensée, il eut craint de lui donner corps, de ne pouvoir plus s'arrêter dorénavant sur la pente irrésistible de l'acte. Pourtant, il connaissait assez sa femme pour être sûr qu'une telle confiance eût éveillé chez elle plus de pitié encore. La tristesse et la crainte, où manifestement elle vivait, tout en le soignant comme un malade, avait-elle en rien diminué sa tendresse? Il sentait bien que non, et en éprouvait une humiliation, car nul doute n'était possible, elle savait. Qui l'avait instruite? M. Lortal soupçonnait moins la divination de l'amour et cette seconde vue de l'intuition féminine que ses propres imprudences. L'histoire d'un meurtre inexplicable, contée un jour avec trop de détails, un entrain complaisant, des regards surpris, où le dessous de l'âme se livre. Et c'est beau, prononcé naguère,
cet avis arraché à sa conscience. Luce, ne t'endors jamais la première. Sous la pressante question des beaux yeux inquiets, M. Lortal se détourna. Un insurmontable dégoût le prenait, de lui, d'elle, des petits, de la vie. Vivre avec cette tare que depuis des années il sentait en lui grandir. Vivre en traînant ce boulet, à quoi bon? Terreur de se sentir un homme pareil aux autres, d'avoir été, d'être intelligent, affectueux, travailleur, et de sentir soudain un être différent surgir en soi, un double dont l'instinct sanguinaire vous balaie en rafale, brise la volonté, disperse l'esprit, le cœur. M. Lortal, à ces minutes-là, souffrait d'un déchirement sans nom. Il lui semblait que ses tempes craquaient sous une pression brûlante. Il n'était plus alors qu'un seul souhait, ne plus penser, ne plus sentir, sombrer dans un répit d'inconscience, une trêve d'oubli. Ça ne va pas, dit-il tristement, la grande crise. Autrefois, quand les ravages étaient moindres et plus espacés, il s'évadait à quelque heure qu'il fût, il marchait longtemps dans la campagne, dont est la bête. À présent, il n'y avait plus qu'un remède, se coucher dans le noir, absorber à dose d'assommoir un soporifique puissant qui le prostrait inerte, l'écrasait jusqu'à la crise suivante. « Je monte, dit-il. » Compatissante et sans rien demander qui pût le meurtrir encore, elle s'empressait. « Attends, je monte avec toi. Je vais envoyer un mot à Berthe. » Madame de la Faille, Carmen, oh, il s'en moquait bien. Il n'avait qu'une idée, s'étendre, voler fermé, rideau clos. Ne plus penser, ne plus sentir. Madame Lortal, dans la chambre, rangeait prestement chapeaux et manteaux, préparés sur le lit, faisait la couverture. La lettre griffonnée en hâte. Laissez la porte des enfants ouverte, Mariette, et portez cela chez madame de la Faille tout de suite avant de dîner. Le drap tiré jusqu'au menton de Georges, la cuillère de bromidia. Non, il ne reste qu'une. Est-ce la peine que j'envoie chercher une autre flacon? Non, non, ça suffira. Les volets fermés doucement, les rideaux clos, sans bruit, là. Elle s'asseyait enfin au chevet silencieux. L'avenir est noir. On distinguait, tout confusément encore dans la pénombre, M. Lortal, les paupières baissées, respirait d'un souffle inégal. Ardemment, elle l'écoutait, fixait la face douloureuse. Elle cherchait à percevoir, à travers le masque aux traits durs, l'idée fugace, le secret d'énigme. L'obscurité, peu à peu, s'était faite. Elle avait cessé de voir souffrir le cher visage. À présent, il reposait sous l'action du stupéfiant. Sommeil léger, souvent coupé d'un mouvement, d'un soupir. Mais enfin, relais d'une heure, halte de nuit, sur la route de précipices et de ténèbres. Elle se leva, légère, accouda sa rêverie à la fenêtre, contre les lamelles fraîches des volets. La paix nocturne s'étendait sur la ville où tout bruit s'était tu. Seul, par instant, un refrain de cuivre bouffait de quelque lointain café-concert. Les étoiles scintillaient, très pures, sur un ciel de velours bleu sombre. La morne journée se déroula dans sa mémoire. L'aveu fait au docteur et le conseil d'une séparation auquel la scène de tout à l'heure donnait une force nouvelle, un poids inattendu. Oui, pour les petits, elle y songeait avant de songer à elle-même, pour la sécurité de leur vie, il faudrait en venir là. Demain matin, elle parlerait à Georges. Aussi bien après cette crise plus violente, elle le devinait, que toutes les autres. Il était temps.
Elle alla embrasser André et Georgette, les mignons, comme ils dormaient bien. Puis, la gorge sèche, le cœur battant, elle se déshabillait, s'étendait près du compagnon de sa vie. Elle allongea le bras, toucha la main moite, le doigt que cerclait l'alliance d'or. Ah, le mystère, l'effrayant mystère où la pauvre humanité se débat. Dire qu'ils étaient mari et femme, dire qu'ils avaient ensemble créé d'autres existences, qu'ils se comprenaient, qu'ils s'aimaient. Et tout cela, qui était du bonheur, qui aurait pu n'être que du bonheur, c'était un supplice sans égal, une insoutenable torture. Et le monde qui les croyait heureux, leurs amis les citaient en ménage modèle, malgré ce bruit absurde qui avait couru à Montargis l'autre année. Georges, amoureux de Berthe, ayant une intrigue. Mais allez donc empêcher les potins de petite ville. Que dirait-on quand ils se sépareraient? De tout son être, elle maudissait la fatalité, cette inexplicable maladie. Mais d'où venait-elle, l'invisible fêlure par où tout fuyait? L'âme de cet homme instruit, tendre et bon, le présent enviable, l'avenir pire. Mais d'où venait-elle? De quel lointain de la race, de quelles anomalies de la nature, cette empreinte funèbre, cette indélébile marque? Ah, si l'on pouvait prévoir, si avant de la marier, ses parents s'étaient renseignés, si elle avait su, mais tout, petit à petit, s'effaça. Elle glissait à son tour, au dissolvant, au bienfaisant sommeil. 2 heures passèrent. La demie sonna au cartel du mur. Timbre grêle, imperceptible son, qui suffisait pourtant à tirer de la torpeur à demi somnolente, à demi éveillée où il gisait, le dormeur là. Un cauchemar, les yeux ouverts. Où était-il? En quel abîme d'ombre, de quelle durée sans fin se dégageait-il? Monsieur Lortal écouta l'onde faible du son décroître, s'évanouir. La demi, mais de quelle heure? Les tourbillons qu'élevait en lui, en achevant de se dissiper l'action insuffisante du soporifique, le laissèrent retomber à plat. Il eut l'impression de nausée, puis soudain une lucidité affreuse. Elle était là, près de lui, si près qu'il n'avait qu'à bouger le petit doigt. Son souffle paisible soulevait la poitrine ronde, son cou s'offrait dans les dentelles lâches de la chemise. La hantise fut si forte qu'il vit rouge, perçut à ses ongles qu'il crispait sur sa propre chair la sensation délicieuse. Serré, serré encore, enfoncé dans la peau douce, broyé des muscles, des os. Il crut entendre le cri, si aigu que sa vraie conscience s'effara, dans l'hallucinante volupté de son double. Il se reprenait d'un coup, dominait l'obsédante force. L'autre Lortal, l'ancien, s'aperçut, se jugea. Une fatigue infinie rompit ses membres. Une vague amère de tristesse le souleva, le roula. Son âme en lui s'étendait morne comme un champ de bataille où s'observent les instincts en lutte. En éclair, sa vie défila. Son enfance souffreteuse, abandonnée dans l'internat d'un collège poitevin, la mort mystérieuse de son père, retrouvé noyé dans la Creuse, ses vacances de beau-fils maltraités, sournois dans la nouvelle famille où sa mère s'était remariée, ce goût de la cruauté qui le faisait, jeune homme, s'attarder à des supplices de bêtes, des rêveries compliquées et sauvages. Son adolescence, enfin, où il s'ouvrait à l'intelligence, au travail, au plaisir de vivre, comme si un autre naissait en lui, qui effaçait, redressait le mauvais sillon.
ses examens brillants, son mariage, et puis, à la suite d'un érésipèle, la lente, impérieuse reprise de l'autre moi, celui que lui avait transmis sa race dégénérée, le grand-père Lortal, capitaine, mort alcoolique, et le père dont la raison, Monsieur Lortal, à ce souvenir, se sentit de nouveau vaciller. Un vent d'orage l'assaillit, qui courbait et éteignait la frêle petite lumière intérieure. Son énergie, qu'il essayait en vain de bander, fléchissait, fondait. La brute héréditaire l'emplissait, le chassait de lui-même. Il sentait à ses doigts une démangeaison impérieuse. L'inéluctable impulsion le mit debout. 11 heures lentement sonnèrent. Il arrêta machinalement ses mains près de s'abattre sur le cou blanc et satiné que le rythme de respiration gonflait comme une neige tiède de colombe. Et en même temps, le souvenir de ses enfants, l'image d'André et de Georgette le traversèrent. Hagard, trébuchant, il s'éloigna du lit, s'habilla en hâte. Tête nue, il s'élançait, franchissait l'escalier, 4 à 4, le seuil. Le gravier du jardin cria sous ses pas. La grille tourna sous sa poussée. Dehors. Il respira en s'enfonçant dans le noir de la berge, sous les arbres du quai, comme un fou. Il lui sembla marcher des siècles. Il longeait des rues désertes où les chiens aboyaient derrière les portes. L'odeur des massifs et des corbeilles passait en fragrance brusque au-dessus des murs des jardins. Il atteignait le faubourg, la campagne. Des prés mouillés de rosée, des bois qui sentaient le sapin et l'herbe défilaient à travers sa course. Quand il rentra dans Montargis, des lumières, çà et là, brillaient encore à quelques fenêtres. Minuit tinta à un clocher éloigné, puis de cadran en cadran aux horloges proches. Il leva les yeux. Ah, il était devant la maison de madame de La Faye. Derrière les volets de la chambre à coucher, au premier étage, une lampe veillait. Ah, il se souvint, oui, Carmen. Sa belle-sœur venait de rentrer du théâtre. Et s'il entrait, montait, dans le désarroi où il flottait comme une épave, le ressac, l'idée l'attira. Une ombre derrière les volets allait et venait. Elle n'était pas couchée encore. Il causerait un moment, reprendrait pied avant de rentrer. Il lui sembla que l'orage dont ses tempes grondaient encore s'éloignait. Une lueur de calme et d'espoir là-haut brillait avec la lampe paisible. Un crime pour échapper au crime. Il tourna le bouton de la grille, pénétra dans le jardin. L'odeur des géraniums et des seringas embaumait l'entêtante. Il s'enfonça dans l'allée. Soudain, un bruit de pas, des voix. Cela venait du dehors. Hein, quoi? Il reconnut le rire particulier de M. Tardois, le procureur de la République, l'adieu joyeux de madame de La Faye. Instinctivement, il fit à la gauche, se dissimula dans le noir de haute fusain. Une forme blanche passait devant lui. La taille svelte et fine dans la robe de mousseline claire, le chignon châtain massé sur la nuque ronde, le cou pur dans le corsage échancré en carré. Il crut voir Luce, sa femme. L'instinct de meurtre déjà l'avait précipité. Ses doigts griffus frénétiquement serraient. Ils enfonçaient dans la peau douce, broyaient les muscles, tordaient les os. Il n'avait pas vu l'exsangue visage de sa belle-sœur. L'expression d'horreur et d'épouvante figée aux traits de madame de La Faye, les yeux vitreux d'où fuyait la vie. Il ne voyait qu'une masse molle qui s'affalait sans un cri sur le sable de l'allée. Alors, empoigné d'une panique éperdue,
Lui-même fonça, escaladant le mur dans un galop de bête à travers la nuit, sans plus rien voir. Enfin, mon cher monsieur Gérard, il faut cependant prendre une décision, s'écria monsieur Tardois. Renversé dans son fauteuil cané, il tapotait d'un long coupe-papier d'ivoire, le dossier ouvert devant lui sur le bureau du poirier noirci. Oh, il vous appartient de le faire, monsieur le procureur, opina le substitut, en inclinant la tête, comme s'il souscrivait d'avance à tous les partis que la haute sagesse de son chef pourrait prendre. Et intérieurement, il se réjouissait de n'être pas dans la peau de monsieur Tardois. Mandat d'amener, ordre d'informer, une lourde responsabilité à prendre, dans l'occurrence. M. Tardois, dont le visage exprimait la plus pénible incertitude, cessa brusquement de se balancer, et en voyant promener son coupe-papier au diable, il frappa violemment la table du poing. « Mais c'est terrible, voyons, mon cher ami, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» M. Gérard se recueillit perplexe. Puis, à phrase entrecoupée, « Vraiment, je ne sais trop. Cette mort est tellement mystérieuse. Les charges qui pèsent sur le jardinier sont légères. Il se peut fort bien que nous fassions fausse route. L'hypothèse du cheminot est, plus j'y pense, la seule vraisemblable. Quant au bruit singulier qui court sur M. Lortal, non, c'est impossible, c'est absurde, je n'y pourrais pas croire. Bon, en matière de criminologie, prononça M. Tardois avec importance, il n'y a rien d'impossible. Il fut satisfait de cette formule, la retint pour un de ses prochains réquisitoires. Il la lancerait de la même voix affirmative et attristée. La glace, qui sur la cheminée de marbre noir dominait une pendule de bronze vert, Thémis, dressant d'un geste noble ses balances, lui renvoya sa silhouette grêle, son visage tourmenté et dur, au maigre favori poivre et sel taillé net. Cette image lui parut décorative, digne du magistrat distingué qu'il estimait d'être, d'un impartial et haut représentant de la société, de la loi. Une exclamation étonnée de M. Gérard le tirait de cette favorable constatation. « Oh, croyez-vous vraiment, monsieur le procureur? Verriez-vous dans les reproches qu'on fait à M. Lortal autre chose que de misérables ragots de petite ville ?» Légèrement vexé, mais sans en rien laisser paraître, M. Tardois hocha la tête. « Oh, sait-on jamais ?» murmura-t-il. Certes, il était au-dessus de toute considération personnelle. Il le croyait du moins fermement. Et eût été sans doute cruellement surpris et mortifié si un examen sincère de conscience avait pu l'amener à cet aveu que, malgré lui, les sentiments qu'il avait nourris pour madame de la Faye et contre M. Lortal réagissaient sur son jugement. « Et quoi ?» reprit M. Gérard. « Vous ajouteriez foi à ces racontards qui dépeignent M. Lortal comme secrètement amoureux depuis des mois de sa belle-sœur. Vous vous pencheriez pour le crime passionnel ?» « Oh, je ne penche en rien, » dit sèchement M. Tardois. « Je pèse, je réfléchis. » Non, non, l'idée que M. Lortal avait pu être distingué par la charmante veuve, ou qu'à tout le moins il l'avait poursuivi d'un offensant amour, cette idée ne pouvait en effet influer en rien sur les sentiments de M. le procureur de la République. Et cependant, malgré lui, M. Tardois, dont l'assiduité près de madame de la Faye était un des sujets de conversation de Montargis, même avec l'incroyable vélocité cancanière des petites villes, on donnait leur union comme résolue, prochaine. M. Tardois aurait eu beau s'en défendre. Une involontaire hostilité le mettait en garde contre M. Lortal. Que pense la justice ? Il revoyait avec précision les péripéties de la nuit du crime. 4 jours de cela, et pas plus avancé qu'à la première heure. Samedi, oui, samedi dernier, il venait de rentrer chez lui après une courte promenade à travers la ville déserte. Heure délicieuse.
le silence, les étoiles, l'ombre fraîche où passaient soudain des bouffées tièdes. Il s'était couché lentement, en chantonnant des airs de Carmen. Le parfum de Madame de la Faye, son souvenir exaltant, l'enveloppait comme d'une présence. Il ne se séparait pas d'elle en s'endormant. Et patatras, un carillon l'arrachait de son rêve. Une femme de chambre essoufflée, affolée, appelait de la rue. Il s'était levé, rhabillé précipitamment, et tandis que son valet de chambre allait réveiller le substitut et les gendarmes, il courait aux côtés de cette fille bouleversée vers la maison qu'il venait de quitter tout à l'heure, joyeux après avoir baisé galamment la main de Berthe. De ces interrogations, chemin faisant, il ne pouvait tirer que ceci. La bonne de Madame de la Faye, inquiète de ne pas voir rentrer sa maîtresse, était descendue vers 1 heure du matin dans le jardin. Elle avait vu à terre une forme blanche. C'était Madame, étranglée, morte. Alors elle avait couru chez la sœur de Madame, réveiller monsieur et Madame Lortal, qui étaient allés tout de suite voir, pendant qu'elle-même, sur leur ordre, était venue chercher monsieur le procureur. Monsieur Tardois, à cette minute, arrivait devant la grille. Un groupe sinistre, mal éclairé par une lanterne à feu rouge, se tenait au milieu de l'allée que barrait dans sa robe blanche le corps étendu de Madame de la Faye. Il était à la place même où il l'avait dû tonder. Échevelée, Madame Lortal était à genoux près du cadavre, soulevait la tête aux traits pincés d'une pâleur de cire. À la lueur sanglante du falot, M. Tardois constatait avec une émotion douloureuse cette expression de surprise et d'épouvante, ce masque suprême que la mort venait de mettre au souriant, vivant visage. À cette inoubliable vision se mêlait, d'indissoluble sorte, le visage penché de M. Lortal, dont, en se relevant, le procureur avait remarqué l'absorption étrange. Le front ravagé, les yeux clos, M. Lortal semblait regarder en lui-même, fuir un hallucinant spectacle. Ce n'était que le lendemain, en reconstruisant dans son souvenir, détail par détail, l'ensemble de cette nuit mouvementée, que M. Tardois remarquait, notait son impression. Sa visite, qui avait duré 2 heures, s'était envolée pour lui en 1 minute, dans la fièvre des constatations, les soins matériels de sa charge. Il assistait aux investigations de M. Gérat et du maréchal des logis de gendarmerie. L'emplacement du meurtre, la position du corps. M. et Mme Lortal, pendant ce temps, visitaient le rez-de-chaussée, s'assuraient qu'on n'avait rien volé. Eux absents, M. Tardois retrouvait dans la main crispée de Mme de la Faye un bouton de corde grise, arraché évidemment du vêtement de l'assassin. On relevait aussi dans la plate-bande des géraniums, au pied des hauts fusains, l'empreinte d'un long et large pied, une chaussure aux semelles débordantes. M. Desfeuilles, prévenu de son côté, arrivait les yeux en larmes. M. Tardois s'était remémoré ensuite le trouble du médecin, lorsqu'après avoir examiné les ecchymoses et les éraflures du cou, il avait secoué la tête en soupirant. Et l'attitude du docteur envers M. Lortal. Il n'avait pas échangé un mot. Et à 2 reprises, M. Tardois avait surpris le regard de M. Desfeuilles, posé avec insistance sur le professeur, qui se détournait comme avec gêne. Madame Lortal elle-même semblait en proie à une exaltation si fébrile que c'est à se demander si d'autres préoccupations que la stupeur et le chagrin ne la tourmentaient pas à cette minute. Impression d'ailleurs très vague, intuition confuse, qui n'avait pris corps dans l'esprit de M. Tardois qu'après 3 jours de réflexion, hier seulement, quand, après l'enterrement, le commissaire de police lui fait part des bruits qui couraient, chuchotements d'abord mystérieux, bientôt explicites,
insinuation peu à peu formulée en accusation. La nouvelle de l'assassinat était dans le calme de Montargis tombée comme un aérolithe dans une eau stagnante. Le marais était bouleversé jusqu'en sa plus vaseuse profondeur. Toute la boue qui s'entasse sous la surface dormante d'une petite ville s'agitait éperdument remuée. On ne s'imagine pas ce qui se raconte et s'invente d'horreur sur les uns et sur les autres dans la tranquillité de ces vies provinciales. Le ramassis d'insanité qui se colporte à mi-voix, avec bonhomie et sang-froid. Les grands potins d'une petite ville. Il avait suffi que M. Lortal, étranger, un drôle de mariage qu'on n'avait jamais compris et de caractère enfermé, il faut se méfier de ces natures-là, eût paru assidu auprès de sa belle-sœur pour qu'on en supposât épris. Et cela admis, les opinions divergeaient. Aux yeux de quelques-uns, il avait triomphé des scrupules de la jeune veuve, trompait sans remords madame Lortal. Aux yeux des autres, au contraire, madame de la Faye avait toujours repoussé les avances du séducteur. Dissidence qui n'empêchait point les mauvaises langues, envenimées par la fierté et la vie solitaire de Lortal, de tomber d'accord sur ce point. Ce vilain Rousseau, avec son teint de brique et ses yeux bizarres, qui ne vous regardaient jamais en face, était bien capable d'avoir fait le coup. Et le motif, oh, folie érotique, disait ceci, rage de n'avoir pu triompher d'une résistance entêtée. Jalousie, disait cela, madame de la Faye, songeant à se remarier. Ne l'avait-on pas vu se promener seul plus d'une fois avec M. Tardois? Ainsi, autour des Lortal, la malignité publique grondait, sans qu'ils s'en doutassent. Le docteur Desfeuilles, averti de ce déchaînement de calomnie, n'avait pas encore osé en avertir la malheureuse madame Lortal. À peine avait-il pu échanger, depuis la nuit tragique, quelques mots avec elle, en les accompagnant jusqu'à leur porte, après le cimetière. Seul un échange de regards où parlaient leurs soupçons, leurs craintes réciproques, avait renoué et resserré entre eux le secret de la terrible confidence antérieure. Dans la petite ville surexcitée, racontards et griefs continuaient ainsi à s'enfler. L'émotion croissait, unanime, sans cependant que plus de 3 personnes fussent près de toucher la réalité tragique. M. Tardois, persuadé du crime sans en démêler le mobile, le docteur et Madame Lortal, soupçonnant le criminel à cause du caractère même du meurtre. Une circonstance pourtant rassurait Madame Lortal. Son mari, qui s'était endormi à ses côtés avant elle, s'était en même temps qu'elle réveillé au cri de la bonne appartement effroyable nouvelle. M. Gérard, respectant la rêverie de son chef, attendait que M. Tardois résumât dans quelques paroles définitives le fruit de ses réflexions. Le procureur dit enfin, comme à regret, « Si la journée ne nous apporte rien de décisif, je crois comme vous qu'il faudra se ranger à l'hypothèse du cheminot, classer l'affaire. On ne peut en effet, sur des ragots, des racontards, risquer de déshonorer un homme que rien de précis jusqu'ici l'accuse, que tout au contraire semble mettre hors de cause. Et quant au jardinier envoyé sur la piste auquel nous nous sommes égarés d'abord, alors je renonce. L'empreinte relevée sur la plate-bande ne correspond pas. Son alibi d'ailleurs est certain. M. Gérard approuva. Oui, le cheminot explique tout. Un coup discret, frappé à la porte, leur fit tourner la tête. Entrez, dit M. Tardois. Le greffier s'avança en trottinant. Monsieur le procureur, c'est monsieur Lardemesse, le notaire en retraite, qui demande à vous voir à propos de l'assassinat. Les 2 magistrats se regardèrent. M. Lardemesse, vieil homme considéré dont ils estimaient la situation, le caractère et l'âge,
Apporterait-il du nouveau? Introduisez-le sans retard, dit M. Tardois. Légèrement voûté, la face grise, ridée comme une pomme de reinette, M. Lardemesse parut, inclina son chef branlant sous les cheveux blancs. Il prit, sans mot dire, le fauteuil qu'on lui désignait, toussa, puis, s'étant recueilli, Monsieur le procureur, ma conscience me fait un devoir de venir vous donner le renseignement suivant. C'est au sujet de la triste affaire de madame de La Faye. Samedi soir, étouffant d'asthme et ne pouvant dormir, je m'étais mis à ma fenêtre lorsqu'à minuit 20, oh, je suis sûr de l'heure car je venais de la constater, j'ai aperçu du bout de la rue un homme qui arrivait en courant. Vous savez que ma maison et celle de M. Lortal se touchent. Quelle n'a pas été ma stupeur en reconnaissant dans ce promeneur attardé et pressé mon voisin en personne. Oui, il était tête nue, vêtu d'un complet d'alpaga gris. Il avait l'air extrêmement ému, comme hors de lui. Je n'en pouvais croire mes yeux et ne les aurais effectivement point crus si M. Lortal s'était arrêté devant sa porte et, précautionneusement, après avoir regardé à droite et à gauche, n'avait ouvert sans bruit et refermé de même après être entré à pas de loup. J'ai hésité à faire cette disposition, malgré les bruits fâcheux qui s'élèvent en ce moment, et peut-être même ne l'eusse pas fait, si mon observation n'avait été corroborée par celle d'un de mes bons amis, M. Dufrévieux, vous connaissez. Oh, vous pouvez l'interroger, je suis sûr qu'il ne me démentira pas. Il m'a confié ce matin, après avoir croisé samedi à minuit et quart, à 100 mètres de la maison de madame de La Faye, M. Lortal, qui marchait en gesticulant. Bon, si grave que soient ces assertions, je suis prêt bien entendu à les réitérer et signer devant vous, pour en témoigner en justice. C'est bien, monsieur Lardemesse, dit après un silence M. Tardois. Je vous remercie. Je vous prierai de renouveler ces déclarations le moment venu. À votre service, monsieur le procureur. Et reconduit par le substitut, le vieillard saluait, s'éloignait, courbé sur sa canne. M. d'Artois, en proie à une vive agitation, feuilleta rapidement le dossier, y prit la pièce où l'empreinte du pas était reproduite d'un contour net au crayon bleu, et roula dans une enveloppe le bouton de corne grise. « Tenez, Gérard, dit-il en refermant le dossier, reprenez cela en attendant. » Il tâta dans la poche de son veston le fac-similé soigneusement plié, et dans celle de son gilet le bouton à conviction. « Je reviens dans 1 heure, ajouta-t-il, j'en aurai le cœur net. » Avec la vivacité d'un jeune homme, son chapeau, sa canne, il claquait la porte, où il était loin déjà. 5 minutes plus tard, il sonnait à la porte des Lortal. « Monsieur est-il là ?»« Ah, monsieur est absent, monsieur le procureur, » dit Mariette avec respect. « Mais madame... demandez-lui, s'il vous plaît, si elle peut me recevoir, je vous prie. » Mariette le faisait entrer au petit salon. Madame Lortal, au bout d'un instant, parut. Elle était blême. « Oh, vous excuserez ma démarche, madame, dit-il avec dignité, mais netteté. Monsieur Tardois. Oh, ce n'est pas l'ami, c'est le magistrat qui remplit auprès de vous un triste devoir. Des bruits, que je veux croire erronés, circulent, vous savez. » « Oui, je sais, dit-elle en portant la main à sa poitrine, mais c'était la famille. Le docteur Desfeuilles m'a mise au courant ce matin. » « Des indices d'une extrême gravité, reprit M. Tardois, après une légère hésitation, me contraignent, madame, à vous poser quelques questions.
Je vous prie d'y répondre avec une absolue franchise. Reconnaissez-vous ce bouton? Mais monsieur Lortal possède un vêtement d'alpa gris. Voulez-vous me permettre de l'examiner? Mais cette investigation est hélas nécessaire, madame. Le mieux, si vous le voulez bien, serait de me conduire dans la chambre de monsieur Lortal, où discrètement je comparerai. Atterrée, elle le précédait, le menait au premier étage, ouvrait docilement les armoires. Les habits étaient pendus à des porte-manteaux mobiles le long d'une tringle. Les chaussures s'alignaient en bas sur une planche étroite. Ah ah! Fit M. Tardois. Chapitre 2. En attirant à lui un veston luisant que Madame Lortal, machinalement dissimulait parmi d'autres, M. Tardois extrayait de l'enveloppe le bouchon accusateur. À la rangée de gauche, le troisième bouton manquait. Il compara, corne grise identique. Alors, dépliant à terre le fac-similé de l'empreinte, il y appliqua une des larges bottes américaines à semelles débordantes prises au hasard. Elles coïncidaient exactement. M. Tardois devint très pâle. « C'est ce que je voulais savoir, madame. »« M'expliquerez-vous » Un pas lourd résonna sur l'escalier. Un instinct avertit M. Tardois. « Oh, c'est bien simple, dit-il, je cherchais. Je crois avoir trouvé. » La porte lentement s'ouvrit. M. Lortal, la tête basse, congestionné, parut. Le procureur étendit le bras et sans que le malheureux protestât « Monsieur, je vous invite à me suivre. » Il se tourna vers Madame Lortal. « Faites-lui vos adieux, madame. Nous partirons ensemble. Il vaut mieux que l'arrestation ne soit pas publique. Le scandale sera moindre. » Madame Lortal poussa un grand cri. « Mais c'est fou, c'est impossible. Vous commettez une monstrueuse erreur. Il a passé toute la nuit avec moi. » Mais M. Tardois se bornait à répondre. « Oh, des témoins prouveront que, si erreur il y a, ce n'est point du côté de la justice. Au revoir, madame, je vous plains. » Il se tourna vers Lortal. « Suivez-moi, monsieur. » Muet, avec une raideur d'automate et le corps seul continuant d'agir dans la totale abolition de sa volonté, l'assassin, sans relever le front, sans regarder sa femme, obéit. Ce n'était plus qu'une loque humaine. Madame Lortal s'était effondrée en sanglots sur son prie-dieu. Elle était toute souffrance, ne pensait plus. Quant à M. Tardois, il songeait, avec la satisfaction du devoir accompli, tout en surveillant du coin de l'œil son compagnon et en saluant çà et là, les yeux stupéfaits, sur son passage, « L'affaire ne sera pas classée. » Dans un tunnel d'ombre. Au coup de sonnette du docteur Desfeuilles, le petit Judas de cuivre pratiqué dans la porte de la rue, après un long moment s'ouvrit. Des yeux inquiets parurent. « C'est vous, docteur ?» La porte s'entrebâilla. « Je vous avais aperçu de ma chambre. » Madame Lortal s'effaça. Elle était en robe de deuil, singulièrement maigrie. « Entrez, entrez, je vous attendais. » Elle passa devant la porte du salon où avait eu lieu leur premier entretien. « Oh, pas là !» dit-elle vivement. Le jour néfaste évoqué surgissait devant eux. Le conseil du docteur, la séparation. Trop tard. La séparation, à présent, était faite, autrement qu'ils n'avaient pensé. Dans ma chambre, nous serons plus tranquilles. Ils longèrent les portes closes, l'escalier craqua sous leurs pas, comme dans une maison inhabitée. « Est-ce triste ?» soupira-t-elle. « Ces pièces vides. » Des enfants, depuis 2 mois, étaient partis. Dès le lendemain de la visite de M. Tardois,
Madame Lortal les avait envoyés avec Mariette chez la tante Phrasie, une vieille fille originale qui vivait en petite rentière, retirée à Nemours, dans une de ces propriétés ombreuses qui bordent le loin. Ils échapperaient ainsi à tous les douloureux contre-coups, inévitables autrement, après la mortelle secousse. Elle-même évitait les questions périlleuses, et ce déchirement de voir les petites mines étonnées puis soucieuses, leur puéril chagrin aggraver son supplice. Ils seraient assez tôt, les malheureux. Car plus tard, oh, le plus tard possible, il faudrait bien qu'ils apprissent. Ce rejaillissement sur les petits innocents de ce sang et de cette boue, cette souillure fatale, dont, avec les préjugés de sa classe, Madame Lortal craignait non sans raison qu'ils fussent tachés, voilà ce qui, aux rares minutes où le drame qu'il vivait quotidiennement lui laissait quelque répit, la tourmentait par-dessus tout. Ainsi n'échappait-elle à une douleur que pour retomber dans une autre. Elle ne sortait du cauchemar de son angoisse et de sa lutte que pour entrer dans un tunnel d'ombre que nulle lueur d'espoir n'éclairait. Pourtant, si fort est le besoin d'espérer, si profond l'instinct de la vie, que même en plein écrasement, parfois, elle se redressait, cherchait désespérément une issue, le moyen d'échapper. La veille, en rentrant du palais de justice, elle avait eu un de ces éclairs. La partie lui semblait compromise, perdue. C'était la condamnation inévitable. En une révulsion de tout l'être, elle imaginait déjà, dans l'eau blafarde, sur quelque place déserte, la machine sinistre qu'on échafaudait, les fantassins rangés, le cortège débouchant de la prison. Georges ligoté, le triangle luisant du couperet qui s'abat. Non, 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 tout plutôt que cela. Pour le nom, pour les petits. Alors elle avait songé au docteur. Elle avait une idée. Lui seul pouvait peut-être les tirer de là. Lui seul, s'il voulait. Et tout de suite, fébrilement, elle avait écrit à M. Desfeuilles. Soigneusement, elle ferma la porte, lui avança un des deux fauteuils près de la cheminée. Nous sommes seuls pour 1 heure. J'ai envoyé la cuisinière en ville. Personne ne nous écoute. Je peux parler à cœur ouvert. C'est horrible, docteur. Si vous saviez cette sensation d'être épié, guetté par tous, de vivre seul comme une pestiférée au milieu d'un grand cercle vide. Seul, non, car il n'y a pas un de mes regards, un de mes soupirs, une de mes pensées qui ne soit la proie de cette affreuse ville suspendue autour de moi. Et pourtant, il faut que je sois là, que je le défende, moi, contre tous. Bon, je suis injuste, pardon. Je sais que vous le défendez aussi. Vous dites partout que vous ne croyez pas à sa culpabilité. Vous et moi, madame, sommes en effet les seuls qui, sachant ce que nous savons, ont le droit de tenir ce langage. On peut être l'auteur d'un crime, mais n'être pourtant point coupable de ce crime. Voilà ce qui me permet, ajouta M. Desfeuilles en regardant madame Lortal de ses bons yeux compatissants, de concilier l'amitié et le devoir. Madame Lortal baissa la tête sans oser protester. Elle n'était pas devant le juge d'instruction. Elle avait eu beau, devant ce dernier et devant M. Tardois, se cramponner à son système de défense, l'alibi. Son mari et elle s'étaient endormis, réveillés dans le même lit. Elle avait eu beau nier la validité des témoignages l'Ardemesse et Dufresnieux, nier les preuves retenues par l'accusation, similitude de l'empreinte laissée dans la plate-bande et de la chaussure révélatrice, similitude du bouton arraché. Devant le docteur dépositaire comme elle du triste secret, elle ne se sentait plus ni le courage ni la foi de mentir,
comme elle avait généreusement essayé jusqu'ici, et contre les faits, et contre elle-même. Aussi bien, tombée depuis l'involontaire soulagement de son instinct dans une torpeur où entraient autant de conscience horreur que d'inconsciente hébétude, Georges se raccrochait-il à une délégation pure et simple. Je me suis endormi, réveillé chez moi, je suis victime d'une épouvantable erreur, des machinations de mes voisins. L'impression générale, et madame Lortal se rendait si bien compte du danger qu'elle appelait le docteur au secours, le sentiment public continuait et concluait au meurtre passionnel et au châtiment du meurtrier. Elle tenta une diversion bien inutile, mais qui répondait à la ruse native, non moins que précaire, tenace mirage de l'espérance. Et s'il était innocent, pourtant? Monsieur Desfeuilles la contempla silencieusement. Une tristesse imprégnait sa bonne face camuse. Il dit enfin: Pouvez-vous douter plus que moi que s'il est en effet innocent au sens suprême de la science, il ne soit pourtant le vrai, le seul coupable? Son étrange mutisme vis-à-vis de vous-même au lendemain de l'assassinat ne l'accuse-t-il pas plus clairement que les dénégations les plus énergiques ou que l'aveu même? Madame Lortal baissa la tête. À quoi bon se cabrer plus longtemps devant le fait, mentir devant le seul homme qui sut avec elle toute la vérité? La vision de l'échafaud. Elle gémit. Ah, docteur, c'est trop certain. Ils le condamneront. Ils le tueront. Monsieur Desfeuilles, avec une impuissance résignée, haussa les épaules. Ah oui, la peine de mort n'est pas abolie encore. Madame Lortal s'écria de toute l'ardeur de son affection douloureuse, de toute l'indignation de sa douleur féminine. Mais c'est affreux. Qu'est-ce que cela prouve d'abord, ce talion barbare? Le sang n'efface pas le sang. L'horrible tache ne fait que grandir, que rejaillir, désamorer autour d'elle. Oh non, non, pas l'échafaud. C'est injuste et hideux. C'est ainsi, dit tristement M. Desfeuilles. Et cette soi-disant sanction de la justice est en effet d'autant moins digne d'une nation civilisée que l'exemple ne sert de rien. Il ajouta, comme s'il se parlait à lui-même: Les exécutions capitales n'ont jamais influé en quoi que ce soit sur la criminalité. Madame Lortal n'écoutait plus. Elle était hypnotisée par la vision finale. Les bois dressant leurs bras dans l'ombre blafarde, le couperet qui s'abat, la tête qui tombe. Elle frissonna toute. Non, non, docteur, non, il faut le tirer de là, puisque vous dites vous-même qu'on peut être à la fois coupable et innocent. Il est certain, dit M. Desfeuilles, qu'une exécution ne serait plus ici l'acte de représailles sauvage qu'elle est en soi. Elle deviendrait un autre assassinat, une violence inexplicable, inepte. Mais vous voyez bien, balbutia madame Lortal avec un visage illuminé, vous le sauverez. Oui, j'ai pensé à cela. Vous seul, qui avez été mis au courant par mon pauvre Georges lui-même avant que... Enfin, vous qui, par votre profession, êtes investi d'une autorité particulière, vous nous aiderez. Il n'y a qu'à aller trouver le juge, à lui dire ce que vous savez, oui, toute la vérité. Si épouvantable qu'elle soit, quelque tristesse qui doive en retomber sur nous, elle vaut encore mieux que l'autre horreur. Il vaut mieux pour mes pauvres enfants que leur père ne soit pas responsable. C'est l'acquittement, le non-lieu qui sait. Le silence. Oh, je préfère la maison de fous. L'internement vite et qu'on ne parle plus, qu'on oublie. Je préfère toutes ces choses abominables, la guillotine, le sang sur nous, la tache qui s'étend, qui s'étend. Entre deux devoirs.
Le docteur Desfeuilles s'était levé. Un combat visiblement se livrait en lui. Sa lèvre inférieure tremblait. Ce que vous me demandez est impossible, madame, impossible. Toute démarche auprès du juge, toute révélation m'est interdite. Je suis lié. Madame Lortal le contemplait stupéfaite. Comment, docteur, je ne comprends pas. Il dit gravement. Le secret professionnel, madame. Le secret professionnel. Le secret professionnel. Elle répétait ces mots machinalement. Elle éclata soudain avec véhémence. Mais en quoi cela peut-il vous empêcher de faire votre devoir d'honnête homme, d'arracher mon mari, irresponsable, innocent, vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure, à une peine que vous qualifiez d'inexplicable, d'inepte. Comment, vous, qui trouvez déjà révoltante cette idée de rendre mort pour mort, ces représailles légales, même quand elles semblent justes, vous favoriserez par votre silence, par votre complicité, une ignominie, une iniquité. Vous vous mettrez avec toute la société contre un pauvre être qui au fond n'est pas coupable, contre une victime. Non, docteur, je ne le crois pas. Et je vous répète, madame, que le secret professionnel... Non, docteur, vous ne serez pas dupe d'un mot. De grands mots qui ne peuvent pas vous forcer, vous conduire de la sorte. Ou alors, qui serait une bien vilaine chose. Est-ce que le secret professionnel peut vous obliger à une mauvaise action, à une lâcheté? Vous taire, c'est impossible. Voyons en conscience. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des devoirs supérieurs à d'autres? Est-ce que votre devoir supérieur ici n'est pas de parler? Est-ce qu'au-dessus du devoir professionnel, il n'y a pas le devoir tout court? Elle releva ses beaux cheveux châtains dont les mèches battaient ses yeux. Elle était touchante ainsi, les yeux brillants, les pommettes rouges de fièvre. M. Desfeuilles promena vivement, à plusieurs reprises, sa main osseuse sur son crâne. La réflexion fronçait ses sourcils. « Je comprends votre exaltation, ma chère enfant, et je respecte le motif qui vous la dicte. Permettez-moi de vous faire pourtant observer. Mais d'abord est-il besoin de vous rappeler quelle sympathie profonde votre malheur m'inspire, avec quel dévouement je vous suis attaché, à vous, à ce pauvre petit André, à cette gentille petite Georgette, qui sont tout votre portrait. J'ai beaucoup aimé vos parents, je vous connais depuis toujours, quand vous étiez haute comme ça. Eh bien, ne doutez pas de ma sincérité, de mon ardent désir de faire pour vous tout ce que je pourrais. Mais, encore une fois, non, je ne puis faire ce que vous me demandez. Non, je ne puis trahir le secret professionnel. Et ce serait le trahir que d'aller dire au juge « Oh, voici une confidence dont j'ai reçu le dépôt sacré, l'aveu d'un malade au médecin. Cela que la loi m'interdit de révéler, qui ne m'appartient pas, je vous le livre. » Mais c'est une loi monstrueuse. Hélas non, ma chère enfant. La loi, en effet, n'est pas faite pour un, elle est faite pour tous. Il ne peut y avoir en ceci de règles individuelles, de questions d'espèce. Il faut, dans l'intérêt général, un statut général. La loi ne peut prévoir des cas où elle cesserait d'être la loi. Ce serait la porte ouverte à toutes les fantaisies, à tous les caprices, à tous les fléchissements de la conscience. Songez au nombre effrayant de secrets souvent terribles, où sont attachés la vie, le repos, l'honneur des familles. Et songez que nous sommes presque toujours, en même temps que les médecins des corps, les médecins des âmes. C'est à notre profession, à notre discrétion, au confessionnal de notre science et de notre silence, que sont confiés journellement tous ces secrets dont la divulgation doit être a priori et de façon absolue interdite, sans cela que de danger.
Songez-y, si nous étions libres de nous ériger nous-mêmes en juges de l'opportunité de parler ou de nous taire, toute la grandeur, toute la haute impartialité de notre profession, de notre mission serait compromise. Plus de confiance possible. Comment voulez-vous que le malade se réfugie auprès de nous, nous ouvre les dessous de son être pour que nous le soignions, le guérissions en connaissance de cause? Il aura peur. Il se dira « Oh, cet homme n'est pas sûr, mieux vaut me taire. » Et en effet, si intègre, si intelligent, si conscient de son noble rôle que l'on veuille nous supposer en principe, comment ne pas redouter une complaisance, une indiscrétion? Il y a des cas, je vous l'accorde, et celui-ci en est un lamentable exemple, où c'est au contraire le silence qui est nuisible. Dans combien d'autres cas, et dans la plupart, pour être juste, n'est-ce pas au contraire la parole dont les conséquences pourraient être d'une répercussion tragique, de conséquences incalculables? Ah, vous avez peut-être raison, docteur. Oui, j'admets. Mais dans un cas comme celui-ci, est-ce que votre bonté, est-ce que votre pitié ne peuvent pas passer par-dessus la raison? Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Prenez sur vous, laissez-vous fléchir. Allez éclairer monsieur Tardois. Elle insistait, suspendue à cet espoir qui abolissait tout le reste, coutume vaine, loi qu'on admet, jusqu'à ce qu'on en ait éprouvé soi-même les imperfections et la dureté. Même M. Desfeuilles dit nettement « Impossible, madame. Vous redoublez mes regrets sans ébranler ma conviction. »« Ah !» s'exclama madame Lortal. « Mais Georges lui-même vous eût relevé de votre serment, vous prierait de parler. En êtes-vous sûr? Et quelle nécessité de révéler dès maintenant ce qui est enseveli entre nous? Nous pourrions, en effet, au cas où vous y tiendriez absolument, provoquer une expertise médico-légale. Ce que le secret professionnel m'empêche de rendre moi-même publiable, nous pouvons, si vous l'exigez, le dresser comme une excuse contre le meurtre et l'échafaud où s'expie le meurtre. Il vous suffirait de demander l'examen cérébral, la nomination de quelques médecins légistes. Ainsi arriveriez-vous au même but par un chemin licite. Mais l'avantage, oh, sincèrement, je ne le vois pas. Vous appesantissez dès aujourd'hui sur la tête de vos enfants ce fardeau sous lequel leur vie risque de ployer. L'héritage d'un fou peut être aussi lourd à porter que celui d'un assassin. Ne dévoilez pas vous-même dès maintenant ce que vous parviendrez peut-être à cacher. Cette tare dont André, dont Georgette vous en voudront peut-être un jour de les avoir marqués au front, sans nécessité absolue. Vous pensez donc? Je pense, conclut le docteur Desfeuilles, que la tactique que vous avez suivie est la seule bonne, qu'il faut y persévérer, votre mari et vous. N'y eut-il qu'une chance, une seule d'acquittement? Réservez-en la possibilité à vos enfants, à M. Lortal, à vous-même. L'affaire n'est pas si claire, elle conserve des côtés un si peu élucidés que les juges hésiteront peut-être. Nous ne savons s'il y a là de quoi former la conviction d'un jury. Il faut laisser planer le doute. L'acquittement peut en être. Aller au-devant de l'expertise médico-légale, c'est avouer, c'est aller, quelle que soit la décision du tribunal, mort ou internement, au-devant du déshonneur. Attendez. Ah, dit madame Lortal, profondément remuée, je ne voyais pas où vous vouliez en venir. Que vous êtes bon, merci, mais... Elle s'interrompit une seconde, puis un élan de prière ardemment l'emporta. Mais si
si l'issue n'était pas seule que vous faites luire, si le malheur voulait que le jury... Ah, docteur, pourrions-nous encore intervenir? Pourriez-vous à ce moment... Monsieur Desfeuilles envisagea le trouble à venir, et se refusant à aggraver si longtemps à l'avance ce pénible débat de conscience, un des plus ardus auquel un brave homme puisse être en but, il déclara affectueusement « Ne préjugeons rien, à chaque jour sa peine. » L'engrenage du destin. Un aigre soleil de printemps jetait sur les rues d'Orléans de brefs et pâles rayonnements zébrés d'averses. Le docteur Desfeuilles releva frileusement le col de son pardessus. Il marchait avec une lenteur préoccupée, tête basse. Il avait la mauvaise mine d'un homme qui depuis des nuits dort peu, et dont la conscience, tout le jour, n'est pas davantage en repos. Ce samedi-là, comme tous les matins de la semaine, il se rendait pour la dernière fois sans doute au palais de justice. Le procès de M. Lortal, depuis le lundi, se déroulait devant la cour d'assises, et l'on attendait le verdict avant le soir. Oh, une triste semaine! M. Desfeuilles ne se souvenait guère d'en avoir traversé le pire dans sa vie. Certes, il avait, comme tout homme, touché le fond de la douleur, lorsqu'il avait perdu jeune les êtres chers qu'il devait d'être. Mais, vieux garçon, n'ayant de famille que celle qui s'était composée, au choix de l'amitié, il n'avait eu jusqu'ici à souffrir que de la douleur ou des tracas des autres. Jamais les hasards de sa calme existence ou les exigences de son métier ne l'avaient encore mis face à face avec une situation comme celle où il se trouvait depuis que l'aveu de M. Lortal avant le crime et la prière de cette malheureuse femme depuis l'avaient fait, quoiqu'à l'arrière-plan, un des protagonistes de ce sombre drame familial. Tels étaient l'enchevêtrement des circonstances, l'engrenage du destin. Il se trouvait aujourd'hui l'arbitre suprême de la vie d'un homme et de l'honneur d'une famille. Devant les robes rouges. L'homme, certes, il ne le connaissait guère, n'avait pour lui que cette nuance de pitié qu'au fond des âmes délicates éveille le spectacle immérité de la misère et de la déchéance. Ce n'était pas M. Lortal à qui il s'intéressait, c'était un de ses frères inférieurs, déchet de la société, soit, mais aussi victime. Ce n'était pas la vie seule de M. Lortal qu'un sourd mais impérieux sentiment d'équité l'incitait à défendre, dans la conviction où il était que la peine de mort est, de toutes les sanctions de justice, celle qui s'explique le moins dans une société civilisée. Mais c'était la vie de tous les coupables à demi innocents, de tous les responsables qu'il fallait essayer de guérir et non de tuer. Le docteur Desfeuilles pensait que les sociétés qui se disent civilisées ont pour mission de prévoir plus que de punir. Mais de quel droit frapper un être comme coupable alors que, du crime commis le plus souvent, c'est la collectivité, intelligente et responsable, qui par son inertie, son égoïsme, son imprévoyance est cause. Le rôle de ceux qui savent n'est pas de retourner le couteau contre ceux qui s'en sont servis, parce qu'ils ne savaient pas. Même en admettant que le meurtrier sût, n'était-ce pas se ravaler à la même conception de brute? Le seul devoir n'était-il pas de mettre cet être dans l'impossibilité de nuire, se préserver, avant, par une vigilance pitoyable aux maux qui empoisonnent la race, après, en isolant, en soignant l'individu contaminé? Cette conception du devoir social, du rôle de la société, médecin par excellence, inclinait le docteur à se soucier d'autant plus du lendemain funèbre qui attendait la famille Lortal. Aux yeux de M. Desfeuilles, du jugement qui atteindrait le père
dépendait surtout l'avenir de la malheureuse femme et des enfants, l'honneur de cette petite famille si touchante, pour lui surtout qui avait connu et aimé les parents, pour lui qui avait apprécié la tendresse et l'abnégation de madame Lortal. On conçoit donc avec quelle impatience angoissée le docteur vivait depuis l'ouverture du procès, suspendu à l'heure prochaine du verdict. L'acquittement résultait tout, mais au contraire, si comme il était à craindre, c'était la condamnation à mort que décidait le jury, lui, docteur, en son âme et conscience, que devait-il faire? Le tribunal disparaissait. Lui seul entrait en scène, complice d'un meurtre s'il laissait s'accomplir l'arrêt de la cour, arbitre suprême de la vie d'un homme, de la justice des hommes, si au contraire, emporté par l'élan de son cœur, il pensait un seul mot, disant ce qu'il savait. Mais à quel prix? Il violait, en parlant, le secret professionnel. Il sauvait une tête, mais il donnait en même temps un exemple funeste. Et que de telles leçons fussent suivies, c'en était fait de la garantie d'une profession, de cette confiance sacrée que doit aspirer le médecin pour que le malade se confesse, guérisse. Débat d'âme poignant que M. Desfeuilles traînait au fond de lui-même depuis le soir où il avait refusé de répondre à l'appel de madame Lortal. Problème de conscience dont il voyait approcher la solution avec terreur, sans savoir de quel côté les événements l'entraîneraient. Aussi souhaitait-il, avec une âpre espérance, que devant les obscurités de la cause, le jury, en acquittant Lortal, trancha, décida pour lui. Mais plus il se remémorait les émouvantes journées qui venaient de s'écouler, moins il trouvait de raisons d'espérer. Contre la pauvre madame Lortal, contre lui-même par conséquent, qui la soutenait de son affection et de ses conseils, le docteur sentait se dresser, peser, toute l'hostilité et les préventions d'une ville. Montargis, avec une indignation et une violence qui n'avaient fait que croître depuis le jour où la nouvelle du crime avait bouleversé cette population paisible, Montargis n'était qu'un cri et qu'une âme. Toute la société en petit, soupçonneuse, jalouse et fermée, une société aux vertus indignées ou feintes, aux mœurs étroites, aux lois inflexibles, s'était levée, et par la voie de l'acte d'accusation, par la voix des témoins, réclamait expiation. Depuis la nuit fatale où la femme de chambre de madame de la Faye l'avait entraîné sur le lieu du crime, M. Tardois gardait au cœur l'inoubliable vision, avec une conscience à la rigueur de laquelle ajoutait le sentiment qu'il voulait à la morte et l'unanimité de l'opinion publique. Il avait mis tout son talent à diriger l'enquête. L'acte d'accusation était rédigé avec une vigueur, une netteté, une hauteur de vue si impartiale et si digne que la justice, sans nul doute, triompherait. Quant aux nombreux témoins, aux témoins à charge, bien entendu, le docteur réentendait avec un serrement de cœur leurs dépositions acharnées et sincères. Peu d'hommes contrôlent leurs opinions. La plupart n'acceptent leur jugement en tout fait, au gré de leur sympathie ou de leurs inimitiés, de leur paresse, de leurs ignorances. Il s'était trouvé quantité de ces moutons de Panurge pour faire troupeau, grossir le nombre des observations après coup, des imputations tendancieuses, des accusations nettes. L'inoffensif passé de M. Lortal était criblé à jour, déformé, transposé. On ne l'avait pas vu une, mais 20 fois venir chez madame de la Faye à des heures indues, et s'en échapper de même. Une scène où, traitant d'affaires d'intérêt, il s'était laissé aller à quelques gestes violents, devenait dans la bouche d'un domestique un drame passionnel, préludant à l'autre.
Et les plaidoiries. La version adoptée par l'avocat de la partie civile. C'étaient des cousins éloignés, côté Lafay, qui espéraient hériter un jour de la veuve, la faire revenir sur un testament signé en faveur de sa sœur. Monsieur Lortal, selon eux, avait tenté de séduire madame de la Faye pour la dominer mieux, être plus certain de conserver le lait. Il s'était heurté à une résistance imprévue, avait vu rouge. La femme et l'argent lui échappaient, alors, comme un furieux, comme un lâche, il avait tué. L'hypothèse à laquelle le parquet eût sans doute songé, s'il eût été de sang-froid, la possibilité d'une démence, nul n'en avait soufflé mot encore, l'avocat de madame Lortel n'ayant point reçu d'instruction dans ce sens, ainsi qu'il avait été convenu. La plaidoirie flottant un peu dans le vide, maître Jacquin avait d'autres affaires en train, plus lucratives et documentées. Les dépositions des témoins à décharge, forcément vagues, avaient accru dans l'âme du docteur l'impression de malaise et d'inquiétude contre laquelle, depuis la veille, il se défendait mal. Aussi, dans la soirée, avait-il jugé nécessaire, après avoir référé à madame Lartal, d'avertir l'avocat. Peut-être se produirait-il à la dernière séance un incident qui l'obligerait maître Jacquin à prendre des conclusions dans un sens qu'il serait le premier à saisir, qu'il voulut bien suivre avec attention le réquisitoire de l'avocat général, l'intervention possible d'un tiers, et agir en conséquence. Le geste final de l'accusateur public. M. Desfeuilles était arrivé sans s'en douter jusqu'au perron du palais de justice. Des groupes de curieux s'y pressaient, attendant l'ouverture des portes. Le docteur pénétra dans le majestueux bâtiment. Au fond de la salle des pas perdus, une femme en deuil causait sur un banc avec un avocat. C'était maître Jacquin et madame Lortal. Il les aborda, répondit par un silence gêné, des yeux qui se détournaient à la muette supplication du regard dont la mère le questionnait et l'implorait. Il eut un soulagement quand il fut assis derrière elle au banc de la défense et que l'huissier eut annoncé « La cour !» Précédé du président en robe rouge, les juges entraient solennellement. Les jurés bavardaient à leur banc. L'accusé, affaissé, se souleva entre les deux gendarmes. M. Lortal faisait peine. Le teint de brique avait blêmi dans la barbe rouge, poussée en broussailles. Le front ridé, les yeux où les boursouflures gonflaient leurs poches, le regard terne, fuyant ou absorbé, impressionnait. Les bras pendaient comme ceux d'un pantin. Lourde machine dont le ressort semblait cassé. Le corps massif était bien là, l'âme absente. Quand le silence fut fait, le président souleva sa toque. La parole est à monsieur l'avocat général. À l'extrémité droite de la cour rangée en demi-cercle, le défenseur public, après avoir manié les feuillets de son discours et légèrement toussé, se leva et salua. Il parlait. De profil, les mains appuyées à son pupitre, il semblait à M. Desfeuilles, par le balancement régulier de son corps penché en avant, par la houppe qui s'échevelait sur sa tête dénudée, par la voix nasillarde qui sortait fluette d'une large bouche surplombée d'un long nez, l'image exacte d'un perroquet. En même temps, le docteur contemplait devant lui la nuque blanche de madame Lortal, ses épaules tressaillantes sous son voile noir. Et il évoqua, tandis que se donnait cours le jet de l'éloquence officielle, les pauvres petits êtres insoucieux sur qui pesait la menace terrible, et qui, à cette même heure, jouaient peut-être candides dans les jardins ombreux de la tante Phrasie.
La voix de l'avocat général retentissait avec cette sincérité d'indignation qu'il retrouvait toujours neuve à chaque exercice de sa fonction. C'était au demeurant la robe dépouillée, un homme aimable, mais qui endossait régulièrement une âme inflexible, en même temps que sa robe. Tout lui apparaissait alors sous un angle spécial. Il était la société offensée. Il réclamait justice, c'est-à-dire vengeance. Il incarnait le châtiment. Avec une logique persuasive, une mathématique clarté, il posait, déduisait le problème. On ne pouvait raisonner plus juste sur des données fausses. Une fois le système admis, tout découlait avec une telle rigueur d'évidence, une telle précision, que le crime irrésistiblement s'avérait. Nul autre que M. Lortal n'avait pu le commettre. Cette conclusion s'imposait. Et c'était inattaquable par la vraisemblance du détail, par la solidité de l'ensemble. Le docteur, en frémissant, embrassa d'un regard les têtes des jurés, inclinées, attentives. Maître Lortal, Madame Lortal, désemparée, et l'avocat adverse, souriant. Maître Jacquin maussade. La voix, à mesure échauffée, résonnait dans un grand silence, prenait à partie avec rudesse M. Lortal, posté entre les deux gendarmes sévères. « Oh, il est perdu !» se dit M. Desfeuilles. Le défenseur public, agitant ses longues manches, touchait à la péroraison. Dans un pathétique appel tourné vers les 12 jurés suspendus à ses lèvres, il évoqua la nécessité du cruel devoir que la société attendait d'eux. Ils penseraient à la sécurité de leur famille, à l'horreur du crime, à la moralité de l'exemple. Ils penseraient qu'ils se protégeaient eux-mêmes, qu'ils protégeaient l'avenir de leurs enfants en ne permettant pas que de pareils faits demeurassent impunis. Être clément, c'était faillir aux règles imprescriptibles sans lesquelles il n'y a plus d'organisation, plus de civilisation possible. C'était trahir les éternels principes sur lesquels toute société qui veut vivre se fonde. C'était courir à l'anarchie. Et cela, j'en suis sûr, messieurs, vous ne le ferez pas. Il faucha l'air d'un geste coupant, et ce fut si net que la plupart crurent voir une tête tomber. Les ténèbres se dissipent. Un lourd instant pesa quelques secondes solennelles, durant lesquelles le docteur vécut 2 heures d'angoisse. Tout s'inscrivait en lui inoubliablement l'air de conviction des jurés, le sanglot étouffé de Madame Lortal, dont le dos s'effondrait, le bref salut de toque dont le président, majestueux dans sa robe rouge, soulignait la fin du réquisitoire. Il perçut l'imminente suspension d'audience avant la plaidoirie de maître Jacquin et l'inutilité totale de ce suprême effort. Le procès était clos, M. Lortal condamné. Alors la tourmente d'âme, où depuis le commencement de la séance il flottait dans un insupportable déchirement de tout l'être, tenaillé entre ses devoirs opposés et complexes, l'ouragan intérieur soudainement tombèrent. Toute réflexion cessa. Il était debout, mu par un involontaire et tout-puissant élan. « Je vous prie d'excuser l'irrégularité de ma démarche, monsieur le président, » dit-il d'une voix si nette qu'il n'en reconnaissait pas lui-même l'habituel timbre. S'écoutait surpris, comme si un autre que lui, un nouveau monsieur Desfeuilles, plus conscient, plus calme, parlait en lui. « Qui êtes-vous? Que demandez-vous » s'enquit avec une autorité brusque le président, précédant pourtant que ce vieux monsieur distingué, aussi sûr de soi, n'était pas un interrupteur ordinaire. « Je suis le docteur Desfeuilles de Montargis, et je croirais à cette heure suprême manquer à mon devoir d'homme
si je ne me déliais devant vous de mon devoir de médecin. Celui que vous allez condamner, monsieur le président, messieurs les jurés, n'est pas un criminel responsable. C'est un dément. Je dois à ma profession d'être maître de ce secret que j'eusse voulu ensevelir avec moi. Mais je ne veux pas m'associer par mon silence au second crime qui se prépare. Je préfère violer le secret professionnel que me rougir les mains du sang d'un innocent. Un murmure de stupéfaction, des bravos, des huées éclataient au fond de la salle, en même temps que se croisaient de toutes parts des interjections diverses. Mais il est trop tard. Que n'avez-vous provoqué une expertise médico-légale? Prononçait l'avocat de la partie civile. Mais nous escotions l'acquittement au bénéfice du doute, rétorqua M. Jacquenne. Mais c'est intolérable, s'exclama le président. Une voix d'inconnu jeta. Le docteur a raison. Tandis que, tourné vers l'avocat général, un des juges déclarait. C'est un délit prévu par la loi. Droit dans sa robe rouge, le président gesticulait en frappant sur son pupitre et en criant « Silence !» Un calme relatif se fit. Il en profita pour prononcer « Monsieur l'avocat général, je vous invite à prendre contre le docteur Desfeuilles les réquisitions ordonnées par la loi pour violation du secret professionnel. » Il ajouta devant le redoublement du tumulte « Et si le bruit continue, je fais évacuer la salle. » Le docteur Desfeuilles, paisiblement, s'était rassis. Il souriait avec calme, répondait d'une pression affectueuse à la longue étreinte dont Madame Lortal, en pleurant, lui serrait avec fièvre les mains. Il avait 100 kilos de moins sur la poitrine, et tandis que de sa désagréable voix de nez, le défenseur public réclamait contre lui les sanctions obligatoires. « Et après, on ne me mettra pas en prison, n'est-ce pas ?» Tandis que M. Jacquenne déposait sur le champ des conclusions tendant au renvoi du verdict jusqu'à ce qu'une commission de médecins légistes eût procédé à l'examen cérébral de l'accusé, conclusions sur lesquelles la Cour allait délibérer, mais dont bien évidemment elle allait être forcée de tenir compte, le docteur songeait avec une exaltation joyeuse à l'acte qu'il venait d'accomplir. Il avait la conscience en repos, l'âme allégée. Et sans se douter qu'en cette intervention inattendue et si simple tenait toute une révolution morale, il respira gaiement comme s'il s'éveillait dans la fraîcheur d'une aube au sortir d'insondables, de monstrueuses ténèbres. Victor Marguerite. Fin.